pose-toi, regarde ces gens, s'ils sont là, c'est grâce à toi. J'ai souvent dit que je ne travaillais pas, je m'amuse, et ça me rapporte de l'argent, c'est merveilleux. Faut respecter les plateformes, si tu les respectes pas, si tu fais ce que tu as envie, c'est bien, mais fais-le pour toi et puis ne le publie pas sur les réseaux si tu veux pas respecter la plateforme. Imagine, on est en 2030, le Grand Raid du Finistère, ça ressemble à quoi? Moi, j'ai la conviction que ça va devenir un des événements majeurs, de la scène française. Tentons des choses, tu te craques, tu te foires, c'est pas grave, allez, on y va. Faisons. Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille François Hinault, un passionné de trail running aux multiples casquettes. Il est l'auteur du blog et de la chaîne YouTube La Planète Trail, du podcast L'Instinct Outdoor. Il organise des événements sportifs, il a même créé un business de bière artisanale. Bref, vous l'aurez compris, François est quelqu'un qui n'a pas peur de créer et d'entreprendre des projets. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi le Grand Raid du Finistère a pour ambition de devenir un événement majeur du trail en France, son parcours dans la création de contenu et comment il en est venu à vivre de cette activité-là, et pour finir, une anecdote sur son aventure en Corse, qui aurait bien pu lui coûter la vie. Sur ce, je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse apprécier mon entrevue avec François Hinault. Bonjour François, merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, avec grand plaisir, hein, très, très honoré d'être le premier avec qui tu enregistres sur ton podcast. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour démarrer, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. C'est toujours un bel exercice, là, la présentation. C'est quelque chose que j'aime bien faire sur mon podcast aussi. Poser cette question au début, ça donne un peu le ton de comment est-ce que les gens se décrivent eux-mêmes. C'est toujours difficile, hein, parce que ça dépend à qui tu parles. Je suis breton, déjà. Je suis marié depuis pas mal de temps maintenant. J'ai 2 enfants, Victor et Jeanne, qui ont c'est 2 jeunes enfants, 6 ans et 2 ans. C'est pour moi la priorité, ma famille, et c'est ce qui m'a amené à créer cette seconde priorité qui est ma passion travail. Parce que j'ai souvent dit que je ne travaillais pas, je m'amuse, et ça me rapporte de l'argent, c'est merveilleux. Je suis organisateur du Grand Raid du Finistère. C'est une course autour de la presqu'île de Crozon, depuis, qui maintenant est rendue à sa troisième édition. Il y a eu une seule édition officielle. Ça, c'est une activité qui me prend de plus en plus de temps et auquel je vais accorder de plus en plus d'importance, et je suis aussi podcasteur pour l'Instinct Outdoor. Je suis aussi créateur de contenu sur La Planète Trail, et c'est un petit peu de là que tout a commencé dans mon aventure entrepreneuriale et sportive. Et je suis aussi prestataire pour des organisations, pour aussi des équipes de trail. Je gravite autour du milieu du sport outdoor pour aussi la région Bretagne, notamment pour développer le tourisme de trail. Voilà, j'ai pas mal de casquettes, souvent Simalp d'ailleurs. Et voilà, c'est un petit peu tout ça qui peut me décrire. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle est ton histoire avec le sport et qu'est-ce qui fait que tu t'es pris de passion pour le trail et l'ultra trail finalement? Ouais, bien Pourquoi ce sûr. sport? Alors le sport et moi, ça a toujours été un grand amour. J'ai toujours fait du sport. J'ai jamais été bon en sport. Enfin, j'ai jamais été très bon en sport, on va dire. J'ai été bon, mais pas excellent. Dans aucun sport que j'ai fait, j'ai été excellent. Le sport dans lequel j'ai le plus performé, c'était le tennis de table, où j'ai été champion du Finistère par classement. Alors, c'était par classement, hein. Donc, et j'avais pas un classement de ouf. Et j'ai fait du tennis de table, du foot, du hand, du basket, du karaté, du kung-fu, du tennis. J'ai touché un petit peu à tout, et j'ai toujours aimé ça, en fait, le fait de changer. Mes parents avaient toujours un dicton, c'était, «Bah, écoute, tu peux changer l'année prochaine si tu veux, mais par contre, tu vas au bout de ton année, tu t'es inscrit cette année, tu y vas, tu finis». Ce qui m'a amené à être, parfois, dans des situations un peu ubuesques où le karaté, ça me plaisait pas du tout, mais il fallait que je finisse l'année. Du coup, je restais dans le vestiaire parce que je passais mon temps à faire le con plutôt qu'à apprendre le karaté. Le trail, il est arrivé un peu tard. C'était il y a maintenant, on est en 2023, donc il y a peut-être 8 ans,
Ouais, c'est ça, 8-9 ans. Je voyais et puis, au début, je détestais, en fait, courir pour courir, courir après rien, je voyais pas l'intérêt, et puis, mais par contre, ça me faisait rêver, de voir, ces coureurs faire des distances incroyables. Et j'avais un copain qui faisait, justement les trails de Bretagne, le Challenge West Trail Tour, ou qui s'était inscrit sur un 50 bornes trail de la Berbrac, et j'avais trouvé ça dingue, et je m'étais dit: «Waouh, ça doit être incroyable de faire ça». Et puis il m'a challengé et j'ai dit: «Allez banco, on y va», et je me suis engagé là-dedans, et ça a été, une émotion incroyable comme j'ai jamais ressenti dans aucun autre sport que j'ai pu, pratiquer. Et ça a été, vraiment la révélation, avec ce trail de la Berbrac, qui fait 54 kilomètres. Je suis pas rapide parce que j'ai un asthme à l'effort, donc les formats longs, ça me correspond bien, et ça me plaît bien, ce côté, tu peux discuter en courant, rencontrer des gens, rencontrer des terrains, des territoires différents. C'est ça qui me plaît. J'aime pas faire plusieurs fois les mêmes trails. Tu vois, d'ailleurs, on pourra en parler si tu veux, mais là, je reviens de La Réunion, c'était la troisième fois que j'allais là-bas. Alors c'est très chouette, c'est un milieu qui est dingue, enfin les paysages sont magnifiques, mais en fait, j'ai plus cet effet waouh, et ça me manque un peu, et j'ai besoin de cet aspect, découverte. C'est quelque chose que je découvre un peu au fur et à mesure du temps, mais j'ai besoin de ça, de ce côté, sortie de zone de confort. Tu vas à la rencontre d'une autre culture, d'un autre terrain que tu connais pas, et ça dans le trail et dans l'ultra, ça c'est grandement, présent. Tu vas forcément à la rencontre des gens, tu es forcément exposé, peu importe ton milieu social, et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. OK. C'est marrant parce que je trouve que, selon le contexte dans lequel on fait une course justement, ça peut, une même course peut être vécue de plein de manières différentes au final. Mmh. Surtout en ultra d'ailleurs, surtout en ultra parce que tu peux faire, 10 fois la même course. On le voit avec, ceux qui, vont faire, la diagonale, notamment, tous les ans. Il y en avait un dans l'équipe là, et qui pour lui, c'était sa 10e. Et il y a des gens qui adorent ça, refaire, un événement qui leur a plu. Moi, j'ai besoin d'avoir quand même cet aspect, je sais absolument pas où je vais. Et puis en fait, je trouve que surtout quand on fait de l'ultra, l'ultra c'est quand même engageant physiquement, temporellement aussi, parce que ça prend beaucoup de temps de se préparer. Et finalement, j'ai fait un petit calcul rapide, tu vois, si tu es quelqu'un de entre guillemets «normal», tu vas faire les 2 ultras dans l'année. Ce qui à 35 ans te laisse encore à peu près, 30 ans pour faire ce sport, on va dire, hein, si on veut faire des statistiques, à la va-vite. Hem Et ça veut dire qu'il t'en reste 60. Il t'en reste 60. Ça veut dire que 60, quand tu vois le nombre de trails qu'il y a rien qu'en France, bah, finalement, tu auras pas assez pour, tous les faire. Donc je préfère, quitte à aller sur un événement qui me plaira peut-être moins qu'un précédent, mais être quand même confronté à cette découverte. OK. Du coup, comment tu organises un petit peu ton année? Tu décides des courses, à l'avance? C'est c'est, hem, ça a été difficile pendant un temps, parce que j'ai toujours voulu augmenter progressivement. J'ai pas voulu, aller tout de suite sur l'ultra, même si c'est la distance qui me fait rêver, qui m'anime, qui me passionne, pour, tout un tas de raisons. Mais, au début, c'était assez simple en fait. J'ai fait le Challenge Race Try Tour, j'en ai fait une course, puis 2. Puis, l'année d'après, j'ai décidé de faire toutes les courses du Challenge Race Try Tour. Puis l'année d'après, de passer aux distances de 80, puis 100, et ça a été très progressif comme ça, cette augmentation de distance. Et puis après, et comme c'est venu avec, la création de contenu, et puis une petite notoriété qui s'est fait, ben, tu te fais inviter sur des trails. Après, tu dis oui, et puis tu te dis: «Bah, tiens, j'ai la possibilité d'aller faire la TDS de l'UTMB, enfin, allez, on y va, banco, feu vert, je vais pas dire non, hein», et puis voilà, en fait, ça s'est fait un petit peu comme ça. Et puis, avec, le covid qui est apparu, dans nos vies à tous, j'ai découvert aussi,
ce bonheur d'être en nature, seul ou avec, quelques amis, et puis d'aller faire des off. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je conserve, et j'en fais au moins un par an, d'aller juste sur une trace que j'ai décidé de faire, sans avoir, de barrière horaire, de ravitaillement imposé à tel ou tel endroit, enfin, et puis s'organiser soi-même, enfin, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Donc ça se fait un peu au fil de l'eau, hein. En fait, tu vois, là, pour l'année prochaine, j'ai quelque chose qui va évoluer sur le Grand Raid du Finistère avec un nouveau format, et j'ai envie d'être le premier à faire ce format-là, voilà. Donc ça va être, ça mon défi de l'année prochaine, des 6 premiers mois. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne. J'ai des choses qui me font rêver, tu vois? La diagonale des fous, ça me fait rêver, faire l'UTMB, ça me fait rêver. Il y en a pas beaucoup comme ça, des trails qui me font rêver, vraiment rêver, hein, de dire, Ça, faut que je fasse ça. Une fois que j'ai fait ça, je peux mourir tranquille». Il y en a pas beaucoup, mais du coup, ça se fait un peu au feeling, ouais, et à l'envie. OK. Niveau entraînement aussi du coup? Tu un minimum de structure dans tes entraînements ou c'est un petit peu, au jour le jour, en fonction de ce que tu as envie de faire? Pendant très longtemps, j'ai fonctionné au feeling, et je pense que ceux qui s'entraînent au feeling, c'est qu'ils cachent, intérieurement la volonté, enfin, ils se cachent à eux-mêmes le manque de volonté d'être structuré, parce que en fait, quand tu, structures un entraînement, tu risques quand même beaucoup moins les blessures. Tu risques, enfin, tu favorises le fait d'arriver, frais à un objectif. Tu progresses, enfin, ça a que des avantages, en fait, surtout maintenant que le trail commence à être un petit peu étudié. Il y a quelques années, on était quand même sur des entraînements qui étaient très copiés de ce qu'on peut trouver sur marathon. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas avec, toutes les applis qu'ils peuvent utiliser. Moi, j'utilise Run Motion Coach, qui est une appli qui fonctionne très bien, pour se préparer. Avec, le coaching du coureur aussi, ça peut, enfin voilà, il y a plein de structures qui sont maintenant adaptées et spécifiques sur le trail. Donc je pense que quand on fait l'entraînement au feeling, c'est un peu l'envie de cacher un peu le manque de rigueur qu'on se cache. Et j'essaye de structurer. Maintenant, je suis absolument pas, c'est pas parce que je dis ça que je suis rigoureux. Loin de là. Tu vois, même si j'ai une application qui me dit quoi faire, je fais pas toujours ce qu'elle me dit de faire. Hem, des fois, je me cache à moi-même aussi le fait de me dire: «Ah, j'ai beaucoup de travail en ce moment, ouais, je préfère travailler plutôt qu'aller m'entraîner». Alors que, finalement, je pourrais considérer le trail comme une activité pro aussi, l'entraînement. Parce que j'ai besoin d'être en bonne condition pour, pouvoir aller sur les événements que je couvre. Donc, j'essaye de structurer, mais je suis pas rigoureux, j'y arrive pas. OK. Pour conclure sur cette partie-là, du coup, c'est quoi un petit peu les enseignements que tu tires, grâce au trail? Des choses que le trail t'apprend et que tu peux implémenter dans ta vie de tous les jours? Alors c'est l'une des, principales, enfin l'un des principaux, comment dire? Avantages à aller, faire du sport, et puis ce dont j'en tire, le plus de bénéfices, c'est vraiment le côté, déconnexion, hem et créativité. C'est que pendant que je cours, pendant que je suis dehors, avant j'ai écouté beaucoup de podcasts, maintenant j'en écoute un peu moins. C'est pas dire que j'en écoute plus, mais j'en écoute moins, et j'ai besoin de mettre mon cerveau en off parce qu'il est toujours en activité, en fait. Quand, j'étais salarié, une fois que j'avais, passé le pas de la porte, tout s'arrêtait, en fait. Je laissais mon travail, derrière dans le bureau, et puis voilà, heu, même dans ma toute première activité, c'était encore plus facile. Comme j'étais pompier de Paris, une fois que tu es plus à la caserne, tu tu peux plus travailler, quoi, voilà. Il y a plus rien qui se passe. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que quand, tu es à ton compte, si tu fais pas ce que tu as à faire, personne le fera à ta place, et c'est difficile de mettre une barrière, et cette barrière-là, elle est, vraiment, nécessaire pour pouvoir être performant dans le travail, et le travail, c'est vraiment ça que ça m'apporte. C'est, cette tranquillité d'esprit pendant que je cours, pendant que je suis dehors. Et ça, c'est encore un travail qui est à faire, comme je te disais, c'est de réussir à m'autoriser d'aller, pratiquer cette activité.
Je fais un peu de piano aussi, ça m'aide aussi parfois à déconnecter, à penser à autre chose ou à rien. Et le trail, enfin, dans toutes les aventures que j'ai pu, raconter, sur le podcast, ce qui montre aussi, c'est quand même qu'avec la volonté d'y arriver, de persévérer, même quand rien n'était, sur le tableau, destiné à faire en sorte que, telle ou telle personne allait, réussir à cocher, cette activité, enfin ce défi. Et pourtant, il y en a plein qui y arrivent. Alors il y en a plein qui y arrivent pas, il y en a plein qui se font ramasser, qui ont des échecs et cetera. Mais n'empêche qu'il y en a qui arrivent. Tu vois, je pense là, comme ça, à Ronan Simon qui a fait, le Northman, un des triathlons les plus durs au monde, et qui s'est inscrit comme ça sur un coup de tête, qui avait jamais fait d'Ironman. Il s'est fait, reprendre par plusieurs en disant: «Ouais, dans quoi tu t'engages là?» Et finalement, il y est arrivé avec, l'entraînement, la persévérance, et ça, il y a rien d'autre, je trouve, que le sport qui peut te procurer des émotions et des sentiments comme ça, quoi. Hem, c'est quelque chose, aussi, qui me permet de repenser aux priorités de la vie. Par exemple, ça m'arrive souvent, je vais pas dire tout le temps, mais souvent d'être, en ultra et de me mettre à un moment donné, ça vient jamais, sur commande, mais de me mettre à pleurer, parce que là, je suis dans un coup dur et puis je me dis: «Ah, je serais bien mieux, ailleurs», et souvent ce ailleurs, c'est avec ma famille. Je me dis: «Tiens, mais je serais quand même sacrément mieux avec mes enfants, avec ma femme, à aller me balader à la plage ou je sais pas où». Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important, de se reconnecter à ça, de se dire, voilà, les priorités, où est-ce qu'elles sont? Et ça, c'est quelque chose que l'ultra m'apporte aussi. OK, très intéressant. Tu nous as dit que tu étais aussi donc créateur de contenu, donc tu es auteur, du blog et de la chaîne YouTube, La Planète Trail. Tu animes également un podcast, qui est l'Instinct Outdoor. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment sont nés ces différents projets? Ouais, bien sûr. Alors c'est une histoire un peu marrante, c'est que tout ça, c'est grâce à ma mère. Elle m'accompagnait, quasiment tout le temps sur mes courses avant. Maintenant, un peu moins parce que quand c'est sur un ultra en montagne, elle vient pas. Mais quand c'est dans le Finistère ou en Bretagne, elle m'accompagne très souvent. Et en fait, c'est, ma ravitailleuse de l'extrême, comme j'aime bien l'appeler, et elle voit du coup tous les ravitaillements et ce qui se passe, entre les ravitaillements sur le parcours, elle le voit pas. Et puis elle me dit: «Bah, c'est quand même dommage quoi, je fais pas mal de bornes et puis, je vois pas ce qui se passe entre 2 ravitaux». Alors je lui dis: «Bah écoute, heu, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer, mes courses et comme ça, tu vas pouvoir voir ce qui se passe entre 2, et puis je vais raconter ce que je vis, ce que je vois, dans quel état je suis, et puis comme ça te fera aussi un petit résumé de l'aventure que j'ai vécue». Donc je l'ai fait pour ma mère, à l'origine, j'ai filmé, mes courses, et puis, est venu, le moment où, j'ai voulu progresser en course. J'ai commencé à consommer un nombre de contenus incroyable. J'ai tout bouffé, tout ce que je pouvais lire comme article, acheter comme livre, je les ai achetés, je les ai pas tous lus. J'ai consommé des vidéos, des podcasts, des tout. Enfin, à cette époque-là, les podcasts, il y en avait pas beaucoup. J'ai tout consommé ce que je pouvais trouver, j'ai passé un DU trail running. Enfin voilà, j'ai vraiment tout consommé, sans pour autant devenir, coach. J'ai passé aussi un certificat de préparateur mental. Je me suis vraiment énormément formé, auto-formé, et je me suis dit au bout d'un moment, j'ai dit: «Putain, tu es en train de consommer mais un nombre de contenus, mais incroyable», et on te pose une question, tu as pas un truc à montrer, à présenter pour, résumer tous les savoirs que tu viens d'acquérir. Et je me suis dit: «Bah, tiens, allez, tu vas faire un blog», et puis après on a commencé à me demander des conseils, sur mes courses. Donc j'ai fait des vidéos, de tutos. On a commencé à m'envoyer du matériel parce que je commençais à avoir quelques abonnés sur YouTube. Donc j'ai fait des présentations de matos et c'est monté comme ça progressivement, puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais en fait, tout ça là, si tu commençais à le monétiser, et ben ça pourrait devenir un métier et puis tu ferais plus que ça». Et
Et puis alors quand, j'ai quitté, mon CDI chez une grande entreprise de télécommunications, nationale, bah, on m'a traité de fou, hein, clairement parce que quand tu quittes un CDI dans une boîte très sûre, où ton avenir est tout tracé et puis tu dis: «Bah, tiens, je vais, créer du contenu sur internet et sur les réseaux autour du trail». Bon, ça rassure pas grand monde, hein, quand tu fais ça, et puis, bah, je l'ai quand même fait, je l'ai tenté, je suis parti et de toute façon, c'était une nécessité, ça pouvait pas continuer, je sentais que mon corps me disait: «Faut le faire, sinon ça va pas le faire». Et voilà comment c'est né. Ça a été très progressif, très lent, en fait, il y a rien de très, soudain et puis pouf, comme ça, comme si le succès te tombait dessus d'un coup. Même si je considère pas du tout que j'ai atteint le succès, mais ça a été très long et très progressif. Ça a mis, plus de 5 ans avant de pouvoir en vivre. OK. Pour ce qui est du podcast, du coup, à quel moment est-ce que c'est né et pourquoi tu as décidé de lancer ce projet-là? Ouais, alors podcast, c'est un des nombreux fruits du Covid, hein, toutes ces choses qui ont été créées pendant cette période. En fait, j'avais du coup cette communauté sur les réseaux qui me suivait déjà et qui était, bloquée, chez elle et puis, tous ces athlètes, ces organisateurs, ces scientifiques, qui avaient plus vraiment d'espace de communication, qui étaient les événements à l'origine, parce qu'ils étaient tous annulés. Donc, je me suis dit: «Tiens, je vais créer des connexions entre les gens et puis je vais, mettre, ma communauté, je vais leur proposer de pouvoir discuter directement avec, bah, des athlètes, des scientifiques, puis qu'ils puissent leur poser toutes leurs questions. Donc j'ai créé Café Trailer, c'était un live tous les mercredis soirs, ça a duré 1 an et demi où j'ai pas dû rater beaucoup de mercredis soirs et puis, donc le principe c'était que c'était un live sur, YouTube, Facebook et les spectateurs pouvaient poser en direct leurs questions à mes invités. Heu et puis, au fur et à mesure, bah, il y a pas mal de gens qui m'ont dit: «Ah c'est bien, mais moi le mercredi soir, je suis pas forcément dispo en live et puis après rester, pendant 1 heure et demie, devant mon écran, bon si tu fais pas de home trainer, c'est pas c'est pas hyper simple de trouver ce temps-là, quoi». Donc ils m'ont dit: «Bah tiens, mets ça en podcast, au moins je pourrais l'écouter» et c'est ce que j'ai fait et j'ai créé donc le podcast, 6 mois après la création de Café Trailer et 1 an après, donc ça c'était en septembre 2021, j'ai senti que le podcast commençait à connaître un bel essor. C'était au tout début des podcasts sport comme Extraterrien, je suis arrivé que en même temps que cette génération-là et que Nico aussi de Let's Try, enfin voilà, on est arrivés un petit peu en même temps tous. Et je me suis lancé le défi de faire un podcast par jour, entre septembre et Noël 2021 et c'est un défi que j'ai réussi à tenir. Il y avait juste le dimanche où je m'accordais un jour de repos. Et c'est comme ça qu'est né, l'Instant Outdoor, et maintenant, c'est un des podcasts sport qui marche le mieux en France. Donc je suis pas peu fier de ça, j'aime bien le dire, ça fait peu prétentieux, mais non, je suis content. Et c'est très cool parce que ça me permet d'avoir des quelques annonceurs qui me font vivre donc ouais, je suis content de cette création avec, presque 300 épisodes dessus maintenant donc c'est cool. Mmh. OK. Et toi qui as testé un petit peu les 3 formats, du coup, écrit, vidéo, audio, est-ce qu'il y en a un que tu préfères aujourd'hui? Et quels sont les avantages, inconvénients un petit peu de chacun des formats? C'est assez marrant parce que en fait, j'ai des périodes où je vais adorer, écrire, j'ai des périodes où je vais adorer faire des vidéos et d'autres où je vais adorer enregistrer des podcasts. Le podcast, c'est quand même quelque chose qui est très régulier parce que, j'en sors un minimum par semaine. Donc, il y a toujours, voilà, ça c'est constant, c'est un flux. Je dirais que, c'est très différent parce que l'écrit, c'est chouette parce que ça te permet de quand tu écris quelque chose, ça te permet de vraiment réfléchir profondément à un sujet, et parce que tu es obligé de ce qui reste à l'écrit, c'est que enfin, je trouve ça a une valeur forte, quoi. C'est comme si tu écris un bouquin, moi je considère que quand j'écris un article, j'écris un livre, quoi. Et ça reste, enfin même si tu peux l'effacer, ça voilà, je trouve qu'il y a un côté, ça reste marqué, quoi. Hem, la vidéo, il y a un côté, très engageant aussi parce que on voit ton visage, il y a enfin moi sur les vidéos que je fais, on voit mon visage. Tu peux donner de l'intonation, faire des petites, touches d'humour, mais tu es soumis
au format sur lesquels tu fais ces vidéos, que ce soit sur un format Reels, format YouTube. Faut respecter les plateformes. Si tu les respectes pas, si tu fais ce que tu as envie, bon bah c'est bien, mais fais-le pour toi et puis ne le publie pas sur les réseaux si tu veux pas respecter la plateforme. Donc, tu es obligé de respecter des codes. Ces codes-là, ça me correspond pas vraiment. J'aime pas trop justement rentrer dans des codes, dans des cases, dans des. Euh, donc, je fais beaucoup moins maintenant de vidéos. J'en fais toujours quand je fais des courses. Je filme mes courses parce que ça me permet aussi d'avoir un souvenir. Et puis toujours ce truc de ma mère va voir ce que j'ai fait. Donc j'aime beaucoup la vidéo pour ça. Et par contre, le podcast, je trouve que c'est le format où tu apprends le plus parce que c'est un échange en fait. Là, pour le coup, je fais pas des podcasts tout seul. Enfin, j'en fais en partenariat avec Run Motion Coach notamment, où je donne des conseils. Mais la majeure partie des formats que je propose, c'est des formats d'échange et des formats de rencontres où je vais à la rencontre de gens qui sont pas forcément connus. Le seul critère pour venir sur le podcast, c'est d'avoir une histoire à raconter. Donc ça laisse quand même l'ouverture à, à des très belles découvertes avec des gens qui ont des histoires fabuleuses. Et puis, donc je trouve que c'est le format le plus enrichissant, le format podcast. Et, et puis, c'est celui, je trouve, qui a le moins de barrières techniques à l'entrée. Parce que finalement, avoir un bon micro, là, le logiciel qu'on utilise pour enregistrer, c'est accessible à tout le monde, c'est simple, c'est efficace. Enfin, aujourd'hui, enregistrer un podcast, c'est techniquement pas très compliqué. Et avec un investissement minimum, tu arrives à avoir une qualité sonore suffisante. Enfin voilà, je trouve que c'est celui qui a le moins de barrières à l'entrée aussi. Donc, j'aime beaucoup les 3 formats, mais celui qui me plaît le plus actuellement, c'est quand même le format podcast. Et puis je parle Ok. beaucoup aussi, hein. Tu vois, là, la réponse est C'est un plaisir de t'écouter. tu vois, je peux durer 1 heure tout seul, y a pas de problème. Donc ça me correspond bien aussi. Ok. Donc tu nous as dit que de fil en aiguille, du coup, tu as pu commencer à monétiser ton activité jusqu'à en vivre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le process derrière ça? Comment tu as fait concrètement? Ouais, alors, ça a été long et comme je te disais et puis ça a été un peu les montagnes russes, quoi. Je suis un créatif, j'aime bien faire des choses, tester des choses. J'ai pas du tout peur de l'échec. Ça me fait absolument pas peur de me lancer dans un projet et puis de 3 semaines après de me dire: «Ah bah non en fait, soit ça marche pas, c'est de la merde, j'arrête», soit en fait, «Bah non ça me plaît pas, j'arrête». Des fois tu peux avoir le sentiment que quelque chose va te plaire et puis en fait, entre la vitrine et l'arrière-boutique, bon, il y a un monde. Donc ça a été, rythmé de tests, d'échecs, de rebondissements. J'ai testé plein de choses, hein, j'ai même vendu des bières à un moment, donc enfin voilà, il y a eu pas mal tu vois, l'affiliation, j'en ai fait beaucoup avec le test, matériel, essayer de faire des articles référencés sur Google. En fait, je me suis rendu compte que de rentrer dans cette guerre des chiffres, pour plaire à l'algorithme de Google, bah, ça me plaisait pas du tout. De regarder les analytics, quotidiennement, ça m'intéresse pas. Et puis d'écrire pour un moteur de recherche, ça m'intéressait pas non plus. Donc du coup, c'est quelque chose qui marche, hein, l'affiliation, et puis si tu es bon en référencement, ça marche. Mais moi, ça me plaisait pas. Donc j'ai testé ça au début, c'était l'affiliation. Après, j'ai testé de faire des tests produits contre rémunération. C'est j'avais pas une assez grande communauté pour que les marques soient intéressées par ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté aussi sur YouTube. Donc voilà, ça j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ensuite, et bien, quand j'ai monté le podcast, là, ça a commencé à prendre avec bah, ces écoutes qui ont suivi. En fait, hein, le podcast aujourd'hui, c'est entre 20 et 35 000 écoutes par mois, les meilleurs mois. Donc, c'est un espace enfin, c'est mon nombre d'écoutes qui me permet d'avoir des annonceurs. Donc là, pour le coup, en plus, j'ai la chance de pouvoir presque choisir les annonceurs. C'est que
je travaille qu'avec des gens, qui enfin, en plus, enfin, tu vois, j'ai 3 annonceurs principaux, hein, sur le podcast, c'est Simalp, Nack et Runmotion. C'est tous les 3 des trucs que j'utilise, donc c'est d'autant plus cool, quoi. C'est pas comme si je devais faire de la promo je sais pas, j'ai rien autour de moi qui me fait, avoir une idée. Quelque chose que tu pourrais pas consommer toi-même. Exactement, enfin, s'il fallait, en fait, faire ça pour manger, je le ferais. Je vais pas non plus être hypocrite. Tu vois, j'ai pas de Dacia chez moi et pour autant j'ai, fait, le sponsoring de Dacia, pendant 6 mois, parce qu'ils m'ont rémunéré pour ça et puis parce que ça m'a bien aidé à me lancer aussi et puis voilà. C'est pas non plus faut pas non plus, être, je suis pas un ayatollah je préfère manger des cailloux et puis, gagner au 0, quoi. Donc mais si tu peux le faire pour des marques que tu utilises et en quelles tu crois et que tu aimes, bah, c'est d'autant mieux, quoi. Donc ça, c'est une chance, que j'ai en ce moment et ça m'a aussi aidé à développer des compétences, notamment, de savoir parler, poser des questions, d'animer, donc bah, du coup, j'ai pu proposer des prestations d'animation de conférences, de speaker sur des événements, de community management parce que, bah, je commençais à bien gérer, les réseaux. Enfin voilà, il y a plein de compétences en fait qui sont venues, en plus de tout ça et qui m'ont permis de proposer des prestations et puis en fait le mélange de tout ça, et bah, ça fait qu'à la fin du mois tu peux te verser un salaire. OK. Juste avant de revenir sur cette partie justement en prestation, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ouvrir une petite parenthèse sur ta création de bière? Ça m'intéresse. Ouais, alors ça, c'est un truc que j'ai, testé et en fait, comme je te disais, j'ai passé un bac S et j'avais, une spé chimie, donc je pense qu'il y a un truc, qui est resté, un peu ancré en moi et on m'a offert les kits là, qu'on a, dans les Dames Jeanne avec, pour faire sa bière. J'avais fait ça avec mon beau-frère. Alors la bière, elle était, imbuvable, mais on avait passé un super moment. Et puis on s'était dit: «Tiens, on va aller faire un atelier, à Brest là et puis, on va apprendre un peu plus à en faire». Et donc, on est parti, avec mes 2 beaux-frères faire un atelier, on a fini complètement torchés. La bière pour le coup était très bonne parce que c'est pas nous qui étions aux manettes, on était juste à suivre les instructions qu'ils nous disaient et on a passé un moment incroyable. Voilà et j'ai adoré ça, et je me suis dit: «Allez, hem, lance-toi, j'aime bien la bière, j'aime bien le processus de fabrication, allez», et puis j'ai acheté tout le matos pour pouvoir faire ma bière. De là, je me suis dit il y a des gens qui me disent: «Ah tiens, vas-y, François», enfin les potes, hein, ils me disent: «Bah tiens, vas-y, je t'en achète». Du coup après, j'achetais tous les ingrédients enfin c'était mes potes qui m'achetaient les ingrédients pour les faire et moi je le faisais et on faisait moite-moite. Donc je gardais la moitié, eux ils prenaient l'autre moitié et puis tout le monde était content. Et puis je me suis dit: «Putain, sur les événements, sur les trails, il y avait tout le temps, c'est cette petite bière de l'arrivée», et donc j'ai créé la bière endurante. C'était donc, une bière blonde légère, qui était, faite, par une brasserie pour le coup, pas par moi et j'avais fait créer une étiquette par un graphiste, Flo, qui a d'ailleurs créé la couverture de mon podcast aussi et puis on a fait une première blonde qu'on avait appelée la Finisher, et cette bière-là, je la proposais, sur des événements. J'allais là-bas, sur les événements et puis je vendais ma petite bière que sur mon petit stand et je pouvais aussi, personnaliser l'étiquette, pour les événements. Donc c'est quelque chose qui a super bien marché. J'arrivais sur les événements et puis en plus j'avais déjà une petite communauté, donc les gens étaient aussi contents de me l'acheter à moi. Et c'est quelque chose que j'ai arrêté très vite parce qu'au bout d'un moment, en fait, je me suis dit: «Mais là, tu es en train de devenir, vendeur sur un marché et est-ce que j'ai vraiment envie d'être tous les dimanches matins en train de vendre, des bières sur un stand?» Bah, la réponse était non. Donc bah, j'ai arrêté. Après, bah, il y a eu d'autres projets, j'ai revendu mon matériel, j'en fais même plus du tout maintenant. Et voilà, c'est encore une fois, tu vois, un des projets que j'ai monté et
qui m'a plu, passionné pendant un temps et puis je passais à autre chose. Pour revenir sur la partie, du coup speaker, conférencier, aujourd'hui ça occupe un petit peu, quelle place dans ton activité? C'est un plus, c'est un plus. J'ai pas envie, tu vois, pour la même raison que j'ai testé d'être sur des événements tous les week-ends, j'ai pas envie d'être en train de faire, speaker sur, tous les trails le dimanche, quoi. J'accorde une comme je te disais dans ma présentation, une grande place et c'est aussi ça qui m'a fait me lancer à ma famille. Je dépose mes enfants à l'école, je vais les chercher, ils vont pas à la garderie, voilà, j'accorde une grande importance à ce temps que j'ai avec, mes enfants. Ça dure tellement peu de temps, en fait, ce temps de petite enfance où parce que quand ils ont, 12-13-14 ans après, ils en ont plus rien à cirer de ta tronche, ils sont autonomes. Donc ce temps-là qui va durer, peut-être, un peu plus de 10 ans, j'ai envie d'en profiter à fond et puis de reprendre, plus d'activités pro, peut-être après. Donc le ratio, de conférences, et puis d'animation, il est, finalement minoritaire, hein, dans mon emploi du temps. En même temps, des conférences en Bretagne, il y en a pas non plus énormément. Pour le moment, je n'ai pas eu de demande d'animation, en dehors de la Bretagne. Et puis honnêtement, ça me va bien, quoi, parce que, j'ai pas envie d'y passer, tout mon temps et ceux pour qui je le fais pour le Brest-sur-Marne Trail, je le fais pour, Destination Cœur de Bretagne. C'est des gens que j'apprécie, des gens qui ont une mission et un rôle qui me va bien. Donc je le fais pour les gens que j'apprécie aussi, donc je suis très content de le faire et c'est la même chose pour l'animation d'événements. Heu, les 2 événements les 3 même que j'anime, c'est que des événements, pour des gens que je connais et sur des trails que je connais et je le fais vraiment avec plus par plaisir, que par réel, intérêt financier. D'accord. Donc tu es également, l'organisateur du Grand Raid du Finistère, donc qui est une course de 166 kilomètres et 3700, de D+ autour de la presqu'île de Crozon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es venu l'idée d'organiser cette course? Ouais, alors c'est une belle histoire parce que l'idée elle vient pas de moi. En fait, je suis originaire de Telgruc, donc la presqu'île de Crozon, je la connais, encore plus maintenant depuis que j'organise ce trail, mais je la connais très bien. Hem, pour moi, c'était une terre, un terrain, où, le parcours, comme dit une des bénévoles, Caro, et je la rejoins totalement. Le parcours, il était évident, il fallait juste que quelqu'un, le prenne en main et l'organise parce que c'est pas simple. Pour en parler. Et en fait, l'idée est venue, encore une fois, suite Covid. Il y a un coureur de Landerneau, William, qui me dit, «Tiens, je ferais bien ce tour-là en off, est-ce que ça te dit, de le faire avec moi?» Et puis, bah, quitte à ce qu'on le fasse tous les 2, bah, autant qu'on propose à d'autres de venir le faire. Et puis, moi j'ai dit: «Bah, tiens, allez, banco, on y va». Tu vois? Quand je te disais que mes programmes, ça se faisait vraiment au feeling, et à l'envie et à l'opportunité, bah, c'est un peu ça. Donc je dis à William: «Bah, OK, allez, on y va» et en 1 mois et demi, on monte le projet. On était, en 2020, pendant le confinement et le premier week-end où on a été libérés, on est parti faire ça. Et on était, une trentaine sur 2 distances. Donc il y avait un 140 qui faisait donc tout le tour et un 50, et des bananes qui, partait de Camaret et qui rejoignait Telruc. Dans le circuit, il partait du jardin de chez ma mère, où on avait mis une arche dans le jardin et j'avais réussi à dégoter deux trois partenaires, qui nous avaient filé des petits lots. On avait fait un barbecue à l'arrivée tous ensemble et j'avais fait un tirage au sort, pour les lots, voilà, donc c'était même pas le premier qui avait un lot parce que de toute façon, tu pouvais partir, quand tu voulais, entre 17 heures et 18 heures et puis, en fonction du planning des gens. Et puis ensuite, ben, tu faisais ta course, mais si tu coupais un endroit, personne te disait rien, en fait, parce que il y avait aucun moyen de vérifier. Donc il y avait pas de classement, pas de chrono, pas de sécurité, pas de on avait juste des gens qui s'étaient proposés de nous
ils nous proposaient de nous ravitailler à certains endroits et du coup, on avait déposé des sacs au départ et puis ces gens-là nous amenaient le sac à ces endroits-là. Donc ça, c'était la toute première édition en juin 2020. Donc après 2021, de retour confiné, enfin tous les travails se faisaient annuler, enfin, c'était une année un peu compliquée, hein, pour les organisateurs. Et on m'a donc ça a été une année un peu blanche, et en 2022, en février ou janvier, je sais plus, il y a plusieurs coureurs, je sais pas pourquoi, comme ça ils se sont multipliés en peu de temps, à me dire: «Ah tiens, François, on avait entendu parler de ton événement, tu prévu de le réorganiser?» Puis moi, j'avais gardé dans un coin de ma tête, mais il y avait rien qui était, prévu, vraiment. Et puis au bout d'un moment, en espèce d'une semaine, je me suis chauffé et puis j'ai tout créé. L'association, le parcours, la page Facebook, Insta, déposé, écrit un mail à toutes les communes, j'ai tout fait ça en une semaine et j'ai lancé les inscriptions aussi. Donc il une fois que les gens sont inscrits et que tu as dit à tout le monde que tu allais le faire, et ben, bah, maintenant faut le faire, quoi. Et donc là, est partie, l'organisation officielle. Alors ça a été assez soft, hein, parce que quand tu organises un événement avec peu de participants, bah, finalement les instances, de la préfecture, elles sont assez clémentes. En fait, si tu dépasses pas un certain seuil, ça va, c'est pas trop compliqué, mais ça reste quand même, quelque chose de costaud à organiser. Et comme ça s'est bien passé, et ben, on a recommencé, cette année, en proposant, plus de formats, et puis, bah, on va continuer à se développer, comme ça. Mais le cœur de l'événement, il se veut être différent, de ce qu'on peut voir habituellement, sur plusieurs aspects et ça continuera. Ok. J'imagine que c'est une organisation qui engage quand même pas mal de responsabilités, qui doit générer aussi pas mal de stress. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer dans une organisation comme celle-ci? Alors cette année, la grande difficulté de l'organisation et qui a été la plus stressante et qui m'a fait passer des toutes petites nuits, eh bien, c'est justement ce dossier préfecture que tu dois faire. En fait, l'événement, il est en septembre, mi-septembre, et les dossiers préfecture, il faut les déposer, 2 mois avant, au maximum. Et donc 2 mois avant, bah, tu es en plein dans l'été, en plein dans les congés des gens. Et puis, ben, toutes les personnes qui sont censées, étudier ton projet et ton dossier, bah, sont, en vacances. Et donc 10 jours avant l'événement, on m'a dit, «Ben là, vu votre dossier, l'événement ne peut pas avoir lieu en l'état. Il faut, ci, ça, 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 ça et ça». Dont des choses qui coûtaient, très cher, qui, prenaient beaucoup de temps à organiser, donc on a travaillé avec, les équipes, du du Finistère et notamment, Delphine, hein, qui se reconnaîtra si elle écoute l'épisode, mais on a travaillé vraiment, jour et nuit presque, sur certains moments pour que, l'événement puisse avoir lieu, et on a eu le coup de tampon de la préfecture le matin de l'événement. Donc si, tu pas ton coup de tampon de la préf, et que tu fais partir tes coureurs, s'il se passe le moindre truc, c'est pour ta fraise. Et alors quand on dit que l'organisateur il prend des risques même en ayant le dossier préfecture, validé, c'est vrai, mais alors si tu l'as pas, alors là, tu prends une bombe nucléaire dans les dents, et puis, tu plus que tes yeux pour pleurer, et tu peux en vendre ta maison. Heu, donc comme j'aime bien ma maison, et ben et que j'ai pas envie de la revendre, et ben il a fallu s'accrocher. Et puis bon, après tu sais, moi j'ai un tempérament, très optimiste, où je me dis toujours: «Allez, ça va le faire, ça va bien se passer, on va y arriver». Mais c'est pas du tout le cas de ma femme. Elle est un peu l'inverse de ça, et pour le coup, elle est très inquiète aussi, et j'aime pas non plus faire vivre ça à des gens qui ont rien demandé. Enfin, elle y est pour rien dans cette organisation, et pour autant, elle a passé aussi, des nuits, des moments un peu stressants. Et il y a cet aspect-là aussi. La gestion de l'entourage dans le risque que toi tu prends et qu'eux ils subissent alors qu'ils ont rien demandé.
Et ça, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, avant d'organiser ça. Il y a tout un tas de démarches administratives auxquelles on ne s'attend pas mais on apprend en fait. Tu vois? Rien là, ce matin, tiens, allez, exemple concret. Ce matin, j'ai eu un article dans le Telegram annonçant que, la course que j'organise ce week-end, allait avoir lieu, voilà, ça annonce l'événement et cetera. Dans la foulée, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui est un membre du comité de je sais pas quoi sur l'environnement et qui m'appelle pour, me dire: «Mais oui, mais vous vous rendez compte, il y a une petite fougère qui est protégée, et si les coureurs marchent en dehors des sentiers? Et si, et si, et si?» Et puis voilà, en fait, il faut composer, en fait, avec, ces gens-là qui sont dans leur rôle, qui travaillent sur, aussi la protection de l'environnement et c'est très bien qu'ils le fassent et il faut apprendre, en fait, à communiquer, avec ces gens. Faut être ouvert, parce et si, en fait, moi, j'ai des gens qui sont ouverts en face de moi, qui sont pas obtus, qui sont pas fermés, qui me rentrent pas dans l'art, bah, je suis très ouvert aussi et puis ça s'apprend, en fait, de communiquer avec ces gens-là. Donc ça aussi au début c'était, stressant de se dire, bah, en fait tu vas te prendre des remarques, de gens, qui vont penser que tu es juste là pour, détruire l'environnement alors que mon but, en organisant cet événement, c'est juste de mettre en avant la Bretagne comme terre sportive et culturelle, d'inciter les gens à rêver, comme il a marqué sur un des sentiers de la Réunion, «Si tu m'empêches de rêver, alors je t'empêcherai de dormir». Et bien, moi j'aime créer, ces souvenirs, ces moments, que les coureurs, vivent, grâce à cet événement. J'aime créer ces souvenirs que les accompagnateurs aussi vivent, par l'intermédiaire des coureurs qui vont suivre. J'aime créer ces souvenirs de ces gens qui sont juste venus sur le parcours voir les coureurs faire 166 kilomètres de jour comme de nuit, braver des conditions météo qui n'ont pas été faciles cette année. Moi, j'aime aussi avoir ces souvenirs pour moi, tout simplement, d'avoir je me souviendrai toujours de mon meilleur pote qui est directeur de course, qui me dit au départ: «Eh, pose-toi, regarde ces gens, s'ils sont là, c'est grâce à toi». Et là, tu prends conscience en fait que, bah ouais, si tout ça, ce qui se passe tout autour de nous là, si tu ne mets pas l'étincelle, si tu ne mets pas toute l'énergie qu'il faut pour que tout ça se fasse, se produise, bah ça se fait pas. Et ça, c'est quelque chose qui contrebalance absolument tout ce que tu peux, vivre et subir en amont. Donc une fois que l'événement il est parti, il est lancé, tout ça c'est oublié. Et heu et puis après, bah, il y a plus qu'à faire, quoi. Là, cette année, on a eu un orage violent, tous les coureurs enfin tous non, mais il y a beaucoup de coureurs qui se sont dit: «Ah, on va recevoir un texto, la course va être interrompue», tout ça. Bah, non, en fait, moi, je me suis adapté, j'ai été à un endroit, j'ai dit: «OK, vous contrôlez maintenant que tous les bénévoles qui sont là, vous contrôlez que les coureurs, ils ont bien leur veste, ils ont bien une couverture de survie sur eux. S'ils l'ont pas, il y a une navette qui arrive et puis ils montent dedans, c'est fini pour eux». Voilà, on s'adapte. Et puis, bah, on gère mais ça, c'est quelque chose que je gère plutôt facilement, le stress. Et puis voilà, c'est peut-être mon tempérament de «ça va bien se passer» qui aide aussi à faire en sorte que ça se passe bien. Est-ce que tu peux développer un petit peu justement quel est, une fois que le départ est lancé, quel est ton rôle à toi, à ce moment-là? Ouais, alors le rôle, que j'ai, il est, différent chaque année et plus ça va, plus je prends de la hauteur. La toute première édition, je l'ai courue, hein, donc j'étais l'organisateur et aussi, et coureur. Hem, Là maintenant, le rôle il devient, vraiment, dans la pédagogie, et l'apprentissage des bénévoles. Ça, c'est quelque chose qui m'importe énormément, de pas mettre les bénévoles en situation délicate. C'est déjà des gens qui donnent de leur temps, qui sont pas forcément du milieu du trail et qui ont j'ai pas envie de les mettre en difficulté face à un coureur, face à un point de règlement qui leur aurait échappé. Donc là, pour le coup, mon rôle, il est principalement dans la formation de toutes les personnes qui sont, dans l'encadrement. Heu, il est de plus en plus, je prends de plus en plus de hauteur. Cette année, en fait, moi, les coureurs qui, viennent sur le Grand Raid du Finistère, je fais comme si je les accueillais chez moi et quand j'accueille quelqu'un chez moi, j'aime bien le recevoir et c'est quelque chose qui m'importe de
rien que de dire bonjour en fait aux coureurs. Voilà, tu viens chez moi, tu viens sur un événement que j'organise, je te salue, je te salue mon frère, et puis bon courage, amuse-toi bien, de discuter avec juste simplement les coureurs et puis, d'être proche d'eux aussi, ça c'est quelque chose qui m'importe en donnant le départ, en les accueillant à l'arrivée autant que possible, voilà, en remettant la médaille. Ça c'est mon fils qui le faisait cette année, mais, principalement, mais, voilà, s'il fallait le faire, je le faisais. Voilà, ce côté accueil, bienveillance, soutien, des coureurs et en même temps d'aller sur chaque endroit du parcours et constater de mes yeux, tout ce qui peut être amélioré, c'est le rôle que je me donne sur l'événement et puis, ben, c'est de prendre des décisions qui, sont parfois pas faciles, de faire un peu la police. J'aime pas ça du tout d'être, là, cette année, on a eu un cas de triche. J'avais l'impression d'être un CPE d'un collège, qui engueule un sixième parce que, il a mis un chewing-gum dans les cheveux de son pote. Heu, on en connaît tous ce mec qui a fait ça. Heu et heu et ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, mais bah, faut le faire, faut prendre ses responsabilités, hem et heu et je le fais, et puis il y a aussi un rôle de politique, d'aller discuter avec les tous les maires qui nous accueillent, chez eux, parce que, bah, aussi, hein, ils engagent un peu leurs responsabilités. Donc, voilà, c'est tout ce rôle qui mélange l'accueil des coureurs, comme si je les accueillais chez moi, mais en même temps de prendre de la hauteur, que ce soit pour les bénévoles, pour l'événement, pour les années d'après, pour voir tout ce qui a été amélioré et en même temps de ce rôle de politique, quand il y en a besoin. Parce que, bah, là, on avait raté un endroit où, c'était une portion, privée. La mairie m'avait pas informé. Moi, sur les cartes, je l'ai pas vu. C'était un petit bout de 30 mètres, de parking, où tu te dis pas: «C'est chez quelqu'un», mais c'est chez quelqu'un et ce quelqu'un était devant chez lui à dire: «Qu'est-ce que vous faites devant chez moi? C'est chez moi ici». Et donc bah, j'ai été du coup, discuter et puis bon voilà, ça se passe bien, hein, heu, quand on explique aux gens, quand on est poli, quand on est cordial, et puis qu'on fait une petite blague, je dis: «Ouais, vous avez de la chance d'avoir ça qui passe juste devant chez vous. Vous savez combien de personnes paieraient pour voir le Tour de France qui passerait juste devant chez eux? Bah là, voilà, vous avez encore mieux. Vous avez les coureurs du Grand Raid du Finistère, quand même». Voilà, bon, il a pas beaucoup rigolé, mais 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 ça s'est plutôt bien passé quand même au final, donc c'est un peu tout ça mon rôle, sur l'événement. OK. Du coup, la course se termine, tout s'est bien déroulé. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? De la fatigue, déjà, tu es explosé, tu es cramé, non, tu es fier forcément, de tout ce qui s'est passé. Tu es rempli de merci, de gratitude, les coureurs étaient hyper contents, d'ailleurs, j'en entends encore parler sur des événements de coureurs qui portent fièrement leur t-shirt du Grand Raid du Finistère, des coureurs qui remercient encore les bénévoles les bénévoles principaux de notamment la direction, comme je les appelle, qui portent leur veste, organisation, encore, et qui remercient, les coureurs qui disent, qui vont revenir l'année prochaine. Donc, on est rempli de gratitude quand on termine un événement comme ça. Après, il y a ce sentiment de vide aussi, qui est un peu, connu de tous ceux qui préparent aussi un ultra depuis de longues années, dont ils rêvent, et puis que ça y est, c'est fini. Bah, faut passer à autre chose, faut rebondir. Donc il y a ce sentiment un peu de vide, de satisfaction aussi que ce soit bien passé parce que, bah, c'est pas gagné, hein. Des fois, voilà, on peut avoir des drames, hein, qui se passent sur un événement. Tu es content quand ça se passe pas. On a eu des cas, difficiles à gérer, mais on les a gérés, on a su les prendre en main. Donc, satisfaction, hein, d'avoir, réussi à organiser tout ça. Et puis, bah, après, moi, je rebondis très vite, hein. Dès le lendemain, j'étais à envoyer des questionnaires de satisfaction, à recueillir les conseils des bénévoles en place, à projeter, «Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine pour que ce soit encore mieux?» Et puis repartir de nouveau, dans une nouvelle aventure avec d'autres propositions, et puis d'essayer de faire des choses encore, différemment, de les faire mieux. Voilà, c'est un peu tout ça qui se mélange,
Mais c'est difficile parfois la solitude de l'après, où tu te retrouves, ça y est, chez toi, et puis tu te dis: «Ah ça y est, c'est fini quoi». Déjà, et ce week-end, on était 300 là à graviter autour de cet événement, et puis là, ça y est, c'est fini. Un peu comme après un mariage, tu vois? Où tu as toutes ces personnes, parce que j'ai beaucoup de personnes de ma famille, des amis qui viennent en plus en tant que bénévoles, et puis, bah, tous ces coureurs qui viennent, qui disent: «Ah bravo, ah merci, c'était une super fête». Donc ouais, il y a un côté un peu mariage, dans ça. Donc ouais, il y a des fois un peu ce sentiment de vide, mais ça passe assez vite. Et c'est quoi, du coup, un petit peu tes ambitions à moyen long terme, je dirais, sur ce projet-là? Imagine, on est en 2030, le Grand Raid du Finistère, ça ressemble à quoi? Moi, j'ai la conviction que ça va devenir un des événements majeurs, de la scène française, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le terrain est, magnifique, il est fabuleux, difficile, parce qu'il est varié. Il y a de la route, il y a des chemins, il y a des sentiers côtiers, il y a des cailloux, il y a du sable, il y a de la forêt, il y a des racines, il y a plein de choses différentes, qui en font, un trail qui est vraiment difficile. Ça, c'est l'une des premières choses, le terrain en tant que tel, la distance, 166 kilomètres, 3700 D+, c'est pas rien. Le fait que les barrières horaires soient strictes, 31 heures pour terminer la boucle, c'est quelque chose qui m'a été reproché, mais c'est quelque chose que j'assume pleinement. Le côté pas de balisage, qui fait que psychologiquement, mentalement, nerveusement, c'est quelque chose de difficile quand tu te perds, qu'il faut repartir sur le sentier, quand, tu dois être tout le temps attentionné sur ta trace. Déjà qu'être attentionné à là où tu mets les pieds, c'est compliqué. Donc, on sait que la fatigue centrale nerveuse vient avant la fatigue musculaire. Alors quand tu rajoutes en plus le stress de: «Est-ce que je suis sur la bonne trace?» Et puis observer tout le temps, ta montre ou ton smartphone pour vérifier que tu es sur la trace, c'est quelque chose de fatigant. Donc ça, c'est le deuxième, troisième point qui en fait un travail difficile. Et le quatrième point, c'est la gestion des ravitaillements, qui est assez unique, où tu amènes toujours pour garder en fait cet esprit, un peu off mais structuré, comme on a connu, au tout début de l'aventure. Donc c'est quelque chose où tu amènes toi-même donc tes ravitaillements. Donc tu as 4 endroits sur le parcours où on achemine les sacs que tu as déposés au départ, avec ce que tu veux dedans. Et puis si tu as pas, l'alimentation que tu avais prévue au départ, et si c'est pas suffisant, et ben, ça peut potentiellement te coûter très cher. Donc il faut savoir se gérer, en termes d'alimentation, de nutrition. C'est pas simple, de savoir à l'avance de quoi tu vas avoir besoin. Donc là aussi, c'est quelque chose où il ne faut pas se rater. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, ça en fait un trail qui est novateur, heu, où on accorde aussi une importance, primordiale à l'authenticité, à cet esprit, familial. Ce sera jamais un événement de masse, même si on espère qu'on pourra avoir plus que, 500 coureurs à venir, parce que, plus tu fais venir de gens, plus ça veut dire qu'il y a de gens qui se bougent, qui participent à des événements, et c'est ça la volonté de l'événement. Donc, plus tu peux accueillir de gens, et j'aimerais pas, devoir dire non à des gens qui voulaient venir à l'événement. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais pas vivre. Donc, mais bon, je pense qu'on y viendra à un moment. Donc, je suis convaincu, et j'y travaille en plus, que l'événement sera, l'un des événements les plus reconnus en France, sans être obligé de passer par un label, UTMB ou autre. En tant que tel, ça deviendra l'un des événements les plus prisés, je pense. OK, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Tu nous as dit que tu travaillais également sur un autre événement qui aura lieu ce week-end, le 4 novembre, me semble-t-il, C'est ça. à Camaret. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de cette course? Ouais, alors le concept, il est simple et difficile en même temps. C'est que il y a une boucle qui fait 6,7 kilomètres, à environ 100 de D+, en fonction, selon la police, selon les syndicats, selon les coureurs, ça change tout le temps. C'est jamais très précis, ce sujet du D+, c'est entre 80 et 100 en fonction des appareils que tu utilises. La boucle, tu dois la faire en moins d'une heure, et chaque heure, il y a un nouveau départ. Donc, premier départ le samedi à midi. Si tu as terminé la boucle à 12h30, et bah, tu as une demi-heure de pause, et à 13h, nouveau départ, et ainsi de suite. Donc ils seront 99 au départ. Toutes les coureurs qui arrêtent
sont considérés comme étant non finishers et le seul finisher, c'est le dernier, celui qui fait un tour tout seul. Donc ça, c'est la spécificité de cette course, c'est que ça peut durer très, très, très longtemps. Le record du monde vient de tomber à 108 tours. Bon, même si nous, pour cette première année, on n'avait pas du tout la prétention d'atteindre ce genre de chiffres qui sont quand même assez incroyables. Mais ça donne des durées de 30, 40 heures de course. Donc ça, ça a été créé en partenariat avec Fred et Maud de Try the World qui organisent un circuit national, Infinity Try. Et on s'est rencontrés à l'UTMB, on a discuté ensemble et on s'est dit tiens, ça n'existe pas ça en Bretagne. Puis j'ai dit bah non, mais si ça n'existe pas, faisons-le. Et puis donc je me suis dit allez, on y va, je vais essayer de trouver un parcours. Et puis c'est assez difficile parce qu'il faut trouver une structure d'accueil des coureurs. Il faut trouver un parcours qui fait 6,7 km précisément. Pourquoi 6,7 ? Parce qu'au bout de 24 tours, ça fait 100 miles. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis après, c'est quand même beaucoup plus simple à organiser qu'un ultra trail. Donc moi, ça me faisait vraiment pas peur d'organiser un événement comme ça. Maintenant, cette année, là, est-ce que l'événement va pouvoir avoir lieu ? On sait toujours pas. On est le mardi. Là, vu le coup de vent qu'ils annoncent, ça risque d'être compromis. Mais si c'est pas organisé, ce sera juste déplacé. On trouvera une autre date et puis les coureurs pourront participer à cette prochaine édition. Donc voilà comment on va faire. Est-ce que sur ce type de course, il y a seulement un gagnant ou il y a aussi une gagnante ? Un seul gagnant. Ok. Peu importe, homme, femme, il n'y a qu'un seul gagnant. C'est le format qui en veut ainsi. Et ça répond à un cahier des charges assez strict, où tu dois avoir telle ou telle chose à tel ravitaillement, donner un coup de cloche 3 minutes, 2 minutes, puis 1 minute avant. Les coureurs, ils rayent eux-mêmes leur nom sur un tableau. Enfin, il y a pas mal de petites comme ça, de petites choses à respecter. Et il y a un seul finisher. Alors malgré tout, l'ultime finisheuse ou non finisheuse est quand même largement médiatisé et récompensé en bravo, on va dire. Ok. Mais il y a un seul trophée. Et c'est quoi du coup la bonne stratégie à adopter sur ce type de course selon toi ? Ce que disent, alors moi j'en ai fait qu'une seule fois des courses de ce format-là. J'ai fait et en plus je me suis pas trop donné à 100% parce que j'avais un autre 50 bornes la semaine après, donc j'étais un petit peu sur la réserve et j'avais fait 7 tours, un format dernier homme debout. Je pense que j'aurais pu aller jusqu'à 10 tours et en forçant peut-être 12, mais difficilement plus. C'est compliqué quand même. C'est souvent le mental qui prend enfin, qui baisse avant le côté physique, comme souvent. Et la stratégie à adopter, c'est de faire des tours en 55 minutes, parce que en marchant dès le départ, le plus possible. Tu marches, tu cours, tu marches, tu cours. Parce que 6,7 km en 1 heure, ça se fait très bien. Enfin, c'est pas un exploit en soi, quoi. Et donc ça, la stratégie, c'est d'avoir un rythme régulier. Si tu te dis: «Je vais faire le tour en 40 minutes et je vais me reposer 20», c'est une stratégie qui ne paye pas forcément. Enfin, c'est pas ce qu'on observe dans les stratégies que mettent en place ceux qui durent. Et par contre, sur certains tours, va falloir aller un peu plus vite, pour pouvoir te restaurer un peu plus, pour pouvoir te changer de ton équipement, des chaussettes, des chaussures, mettre une veste, essayer de partir le plus léger possible et de tout faire comme ça sur la zone de ravitaillement, en ayant une alimentation constante, tout le temps, mais de s'octroyer quand même toutes les 3-4 heures, un repas presque normal. On propose
des pâtes sauce tomate, jambon, du riz, des pommes de terre avec du cheddar, enfin, des petites choses comme ça qui vont permettre aux coureurs de se ravitailler régulièrement. Donc, la stratégie, elle est assez unique et propre à chaque coureur, mais c'est quand même ça qu'on observe dans les grandes lignes. Ok, d'accord. Est-ce que tu as d'autres projets d'organisation dans les années à venir? Ouais, bien sûr. Ouais, moi, je crois que je vais finir par monter une entreprise d'événementiel parce que tellement, genre, et j'aimerais bien d'ailleurs le faire, hein, blague à part, et puis me structurer avec. J'adorerais en fait créer une équipe autour de moi qui, au-delà des bénévoles, une équipe de gens en fait qui sont juste là et pour qui la mission c'est d'organiser des événements qui rendent les gens heureux, qui incite les gens à se bouger, de créer des événements comme ça. Comme je te le disais tout à l'heure, en fait, comme me disait mon pote, d'ailleurs, on va peut-être le faire à tous les deux, d'ailleurs, ce projet-là. Si on n'était pas là, tout ça, ça se produirait pas. Et en fait, il suffit juste des fois que des gens prennent les choses en main, montent un projet. Tu vois, quand je suis parti à La Réunion, là, on a eu des reproches de gens qui nous ont dit ouais, vous avez monté une équipe, il y a 12 personnes et c'est que des gars. Alors, bah, oui, on était les premiers déçus en fait qu'il y ait pas de nana qui fasse partie de l'équipe et qui prétendent à pouvoir aller sur les premières places sur le Grand Raid de La Réunion. On était les premiers déçus parce qu'on a fait un appel, il n'y a pas eu de réponse. Heu, mais en fait, moi j'ai juste envie de dire à ces gens: «Mais, grand, s'il n'y a pas d'équipe bretonne, bah, vas-y, fais-la, crée-la, prends ça en main, sors-toi les doigts et puis vas-y, monte le projet, trouve des partenaires, monte un projet, monte une équipe, et puis vas-y, fais-le quoi. Feu vert, hein, les gars. Si justement nous on l'a pas fait, peut-être que toi tu arriveras à le faire mieux que nous. Et puis allez, on y va. Mais il faut juste des fois juste prendre les choses en main, le faire, et puis on peut pas tout faire, on peut pas être partout. Au bout d'un moment, il faut se structurer. Et pour l'instant, je me consacre à ces deux événements. Mais j'ai 2 autres idées en tête là qui m'animent et j'aimerais bien le faire l'année prochaine, mais il y a un petit diable qui dit: «Allez, vas-y, vas-y, fais-le!» Et puis le petit ange qui est à côté qui dit: «Allez, calme-toi, solidifie les autres avant de lancer les suivants». Mais j'aimerais bien monter, alors le premier truc, il y a pas d'ordre d'ailleurs d'envie, mais celui qui est venu en premier, c'est la volonté de créer une course de draisienne pour les gamins de 2 à 4 et de 5, de 2, 3 et 4, 5, de faire 2 catégories d'âge avec des petites distances de 200 et 400 mètres, et de faire un challenge dans tout le Finistère, interville un peu, avec une grande manifestation de draisienne. Je trouve ça excellent de voir 1000 gamins sur leur petite draisienne là comme ça s'affronter. Alors il y en a plein qui disent ouais, c'est pas les valeurs du sport, de l'enfant, la compétition, nanani, nanan. N'empêche que dans les cours de récré, ils sont tous en train de faire la course, en train d'essayer de gagner, de mettre des buts. Ils le font naturellement. Donc si on structure et qu'on accompagne ça, il n'y a rien de choquant selon moi à le faire, de les mettre en compétition les uns avec les autres. C'est pas parce qu'il y en a un qui a gagné qu'on est obligé d'écraser les autres pour autant. C'est pas non plus l'idée, mais j'aime bien aussi aller sensibiliser aussi les parents au fait de l'importance de faire bouger ses enfants. Ça paraît quelque chose d'évident en fait quand tu le dis dans un milieu de sportif, mais en fait ça ne l'est pas. On voit de plus en plus d'enfants être sédentaires, l'obésité voilà, est encore grandissante. Enfin, donc il y a encore plein de choses à faire à ce niveau-là et j'ai envie de prendre ce sujet en main. Donc ça, c'est le premier sujet pour les enfants. Et aussi un petit pied de nez à mes amis montagnards, d'aller créer un challenge de 24 heures de D+, en Bretagne. C'est des choses qui existent en montagne, où tu as des 24 heures D+ challenge, en montagne qui existent, mais pas en Bretagne. Et je trouverais ça marrant d'aller essayer de créer une course où tu fais un maximum de D+. Alors je pense pas qu'on arrivera à battre les pistes montagnardes parce que
les profils de terrain ne sont pas hyper favorables à nous, hein, faut pas se mentir. Mais enfin, n'empêche que d'essayer et puis de le faire, je trouvais ça très, très cool. Donc voilà, c'est mes deux événements que j'ai envie de créer. Et puis si jamais un jour j'arrive à développer, structurer, eh ben, il y en aura probablement d'autres à venir. Ça, je me fais confiance pour trouver les idées. Et puis je fais confiance aussi aux gens pour me proposer des choses, parce qu'il y a toujours des gens qui te proposent des défis et des choses à créer. Donc ça, je laisse l'histoire et la vie me dire de quoi sera composé les années à venir. Ok, donc pour conclure cet épisode, j'ai 3 petites questions rapides à te poser. Donc, Ouais. la première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie? Ouais, c'est la semaine de 4 heures. Alors c'est pas un livre de trail, hein. Je vois que tu rigoles, donc ça veut dire que tu le connais. Oui, Euh, forcément. forcément. Ça a été le premier. En fait, il m'a pas marqué par son. Enfin, si, hein, quand même. Il m'a marqué par son contenu. Mais en fait, il me marque parce que c'est le premier livre d'entrepreneuriat que j'ai lu. Et en fait, je l'ai pas pris comme au pied de la lettre où il suffit de travailler 4 heures dans ta semaine pour pouvoir vivre sur une île paradisiaque en foutant rien. J'ai jamais cru à ça. Mais par contre, ça m'a ouvert un champ des possibles et puis dans une mentalité, le fameux mindset, comme ils aiment bien dire, tous ces coachs en entrepreneuriat, que un autre modèle est possible et que des gens y arrivent et pourquoi pas toi. Donc ça m'a vraiment ouvert l'esprit parce que j'ai pas du tout une famille d'entrepreneurs. Donc voilà, d'avoir un autre son de cloche et de mettre un pied là-dedans avec après d'autres livres qui m'ont marqué, hein, comme tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, les 4 accords Toltec, qui est plus du genre du développement personnel. Enfin, voilà, il y en a plein en fait après des livres qui m'ont inspiré et marqué et changé un peu ma vie. Et c'est principalement des livres d'entrepreneuriat et pas tant de, d'entraînement sportif, même s'il y en a eu beaucoup qui m'ont plu, notamment Try, le livre d'Éric Lacroix, ou Moins courir pour mieux courir de Sébastien Cornette. Voilà, tous ces livres-là m'ont beaucoup plu dans leur approche aussi, sur le plutôt Try du coup. Deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ta personne? Tu sais que c'est un truc qui est un peu bizarre, mais je me suis souvent imaginé, je sais pas si les gens font ça d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, parce que c'est un peu bizarre je trouve, mais de s'imaginer à son propre enterrement et de voir qui viendrait. Tu déjà fait ça? Non, jamais, je t'avoue. Jamais? Oh bon, ouais, je suis vraiment chelou alors. Non, mais en fait, j'ai déjà imaginé ça, en fait, de dire, voilà, qu'est-ce que en fait, ça m'arrive souvent de penser à ça, quand je vais moi-même à un enterrement. Donc c'est pas non plus, quand je suis dans un moment hyper joyeux, auquel je pense à ça, mais je me demande qui ferait un discours sur ma trogne, qu'est-ce qu'il raconterait, est-ce qu'il serait en train de se foutre de ma gueule? Qu'est-ce qu'il serait en train de raconter, quoi? Moi, j'ai envie je pense que quand tu crées du contenu aussi, tu as envie qu'il y ait une trace de ce que tu es, ce que tu étais, qui dure, qui reste, parce que voilà, hein, tu vois? Si je meurs demain, mes enfants, ils pourront encore voir, mes petites aventures, sur Trail. Si je meurs demain, je pourrais encore casser les oreilles à ma femme, quand elle réécoutera mes 300 podcasts. Heu, non, qu'est-ce que j'ai envie qu'il reste? J'ai envie qu'il reste quand même l'idée de quelqu'un qui ose, faire ce qu'il a envie de faire. Hem, cette image il a essayé, ça a marché, ça a pas marché, mais il a essayé. Un peu de panache aussi, tu vois? Le côté c'est pas parce qu'on te dit, que c'est impossible, qu'il faut écouter les gens qui te disent que c'est impossible. D'oser tenter, heu, ouais,
J'adore moi ces gens qui partent à fond, sur un trail, j'adore ces gens-là, quoi. Tout le monde dit: «Ouais, il est fou, si ça va jamais tenir et tout». Moi j'adore, je trouve ça génial, je trouve ça génial. Du panache, quoi, allez, mettons de la vie et tentons des choses. Tu te craques, tu te foires, c'est pas grave, allez, on y va. Faisons. Donc j'ai envie qu'on garde un peu cette image de moi aussi de gars qui a testé, plein de choses et qui s'est foiré plein de fois et qui a réussi à monter de chouettes projets quand même. Ah, c'est un très beau message. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter en lien avec le sport? Ouais, alors tu me l'avais envoyé cette question, contrairement aux 2 autres d'ailleurs. Donc j'ai eu le temps de réfléchir à quelque chose et j'ai, j'ai envie de partager un message parce que tu vois, tout ce que je dis, c'est, ce que en plus ça va résonner avec ce que je viens de dire juste avant. C'est d'avoir du panache, d'avoir, d'oser tenter, mais j'ai pas non plus envie que les gens se mettent en danger et c'est quelque chose que j'ai eu fait, que je regrette parce qu'en plus j'ai emmené des gens avec moi dans ce danger. Donc et ça, c'était quand j'ai fait le GR20 en 3 jours. C'était moi qui étais responsable de la trace. Donc on suivait pas la trace du GR qui est pourtant très bien balisée. On a suivi la trace du GR qu'ils utilisent pour faire les records. Enfin à l'époque. Et puis, en fait, cette trace-là, elle passe par le fameux Cirque de la Solitude. Le GR20, c'était la deuxième fois que je le faisais. J'étais pas passé par là la première fois et hem et donc, j'ai amené avec moi, 2 amis, sauf que le Cirque de la Solitude, pour moi, il fallait y aller avec des guides parce que, c'était des passages un peu dangereux, mais je pensais que les équipements qui étaient installés, chaînes, échelles et tout, étaient restés, sur place. Sauf qu'on est arrivé là-bas, tout ça s'était enlevé, donc c'était vraiment de l'escalade. On n'est pas montagnard, on fait pas de l'escalade. On s'est engagé dans une portion qui était vraiment très risquée où, si on la moindre erreur nous coûtait, la vie. Que je vive ça moi, c'est ma responsabilité, que je fasse vivre ça à d'autres, c'était inconscient, et je regrette d'avoir fait ça donc l'anecdote que je raconte, elle est pas hyper joyeuse mais en fait, j'ai envie de passer un message heu d'oser tenter de faire des choses, mais de les faire en sécurité, sans être, tête brûlée et puis, de faire attention quand même à ce qu'on fait. Donc voilà, le message que j'ai envie de passer, c'était, à travers cette anecdote qui nous est arrivée, et d'ailleurs qui a coûté, l'échec sur cette tentative de Gervais en 3 jours à un des amis qui est resté, marqué par ça et ça lui a coûté, beaucoup d'énergie et qui a arrêté, le au deuxième jour donc il n'a pas été au bout. Donc voilà, qu'est-ce que c'était la petite anecdote, pas très joyeuse d'ailleurs, hein, pour Non, mais clôturer, le message est important, je pense. Le message qu'il y a derrière est important. voilà l'anecdote que j'ai choisie et puis j'avais dit suite à ça que le GR20 j'y retournerai mais qu'avec mon fils, quand il voudrait, y aller. Je dis «mon fils» parce qu'il a 6 ans et ma fille a 2 ans, donc ça me permettra d'y aller plus vite. Mais le jour où elle sera capable de le faire et qu'elle aura envie, je prendrai grandement plaisir à les amener là-bas parce que c'est vraiment magnifique comme terrain, mais je suivrai scrupuleusement la trace du GR. Eh bien, merci François de m'avoir accordé un petit peu de ton précieux temps. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors si vous êtes auditeur de podcast et ben, sur le podcast L'Instant Outdoor. Si vous aimez, suivre, le contenu, vidéo sur, tout ce qui se tourne autour de La Planète Trail, en tapant La Planète Trail, vous le trouverez assez facilement, sur Instagram, Facebook. Et puis, ben, surtout, en fait, à venir, me rencontrer sur, les événements du Grand Raid du Finistère, heu, ou sur ceux que j'anime, n'hésitez pas, je communique sur tout ça, voilà, sur les réseaux du Grand Raid du Finistère et sur la Planète Trail.
Ok, je mettrai tous les liens en description. Eh bien, je te souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de réussite dans tes projets. Merci à toi et puis, bon développement de ton podcast et puis, je te souhaite, de vivre une aussi belle aventure, podcastique, que ce que j'ai vécu, et ce que je vis encore, en ce moment donc, très bon, développement de podcast à toi et puis, encore une fois très honoré d'avoir été, parmi, les premiers à passer sur ton podcast. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.